On est ravis de vous accueillir pendant une petite heure pour discuter de la marque bio et de l'importance de travailler ces marques pour recréer de la valeur. Alors pour se présenter. Donc moi je suis Alexis Canto, je suis directeur conseil chez Pixelis. Donc on accompagne les marques dans leur réflexion stratégique et de design. Et je suis Nicolas No, associé chez Pixelis, directeur de création, et je travaille également sur la partie planning et études. Donc l'agence Pixelis, on a été une des premières Bicorp. Alors je ne sais pas si vous connaissez Bicorp, mais on a été une des premières entreprises Bicorp en France. On a un référentiel aussi, ça c'est plutôt les grands comptes en général qui connaissent, c'est EcoVadis. On est Platinum EcoVadis, ça veut dire qu'on fait partie des 1% des entreprises les plus vertueuses en matière de RSE dans notre domaine. On est indépendant et on vous a mis les petits logos de marques qu'on a pu ou qu'on accompagne en ce moment, qui sont à Natexpo aujourd'hui. Donc voilà, donc on travaille avec pas mal de marques ici, voilà, et on a fait leur stratégie de marque, on a fait leur logo, on a fait leur communication, on a fait pas mal de choses avec eux. Voilà. Pour introduire le sujet dont on va parler, je voulais commencer par une image un peu symbolique. C'est un petit aperçu qu'on peut se faire en 10-15 minutes, passer dans les rayons d'un supermarché. Il suffit que vous regardiez aujourd'hui les labels, les mentions, les grandes phrases, les grandes punchlines écrites sur des emballages pour avoir ce petit aperçu de l'état des lieux aujourd'hui, des prises de parole des marques responsables, engagées, qui font du bon, du bio, pour tout un tas de causes qui vont en vrac de la cause animale au local, aux producteurs mieux rémunérés, etc. Donc aujourd'hui, on navigue dans une espèce de brouhaha, dans une espèce de bruit de fond, vraiment qui dégrade à la fois la compréhension de la marque bio, qui évidemment n'est plus la seule à prendre la parole, mais on a tout ce panorama de labels, d'engagement qui fait qu'aujourd'hui, consommateurs, on est littéralement perdu face à des promesses et des surpromesses de marques et d'entreprises. Non, très clairement, c'est un contexte compliqué pour les marques, pour les marques bio. Je mets de côté, en plus de ça, le contexte de l'inflation qui en rajoute une couche par rapport à l'accessibilité du prix, pour se remettre en tête quelques petites données marché. On va aller très très vite, on ne va pas vous embrouiller avec des chiffres. Tout ça, c'est des éléments que vous aurez, qui vous seront mis à disposition dans cette présentation. Des chiffres que je pense vous connaissez tous par cœur. Moins 5% chiffre d'affaires premier semestre 2022, moins 5,6% en valeur. Donc très clairement. La GSA. Sur la GSA, merci. Un marché qui se contracte. Également, un phénomène assez notable, c'est une fermeture de magasins en réseau spécialisé. On est passé à peu près à une grosse vingtaine de magasins fermés sur le deuxième semestre 2021 à plus de 120 magasins fermés sur le premier semestre 2022. Donc clairement un indicateur là aussi que le marché commence à se resserrer et à se poser des questions. Ce qui est intéressant par contre, tout n'est pas noir non plus. On note un essor des achats du bio sur des marchés alternatifs comme les marchés de producteurs ou des réseaux d'artisans qui, avec des chiffres, on est sur du plus 30 à plus 35%. Là aussi, des performances en nette hausse par rapport à l'année précédente. Et tout ça, c'est aussi des indicateurs que le marché est en train de muter et c'est une cartographie qui se redessine progressivement. Alors évidemment, le local, il y a beaucoup de conférences. On a vu ça sur le local pendant ces 3 jours de Natexpo. Donc en effet, ça nous paraît assez fondamental aujourd'hui que les marques s'emparent de ce sujet-là. En fait, si on a un aspect antinomique entre le local ou le bio, il faut savoir que les Français préfèrent le local au bio. Évidemment, la solution, c'est de faire du local bio, mais ça, vous avez d'autres conférences pour ça. Et on peut tout à fait voir des entreprises qui sont des grandes marques qui se disent locales également dans les linéaires, sur les packaging, dans leur discours de marque. On voit sur l'influence de décision d'achat, c'est à 79% le Made in France, 78% l'origine locale, et très loin après le Nutri-Score, le packaging, les ingrédients, c'est la certification bio. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le bio est loin d'être une clé d'entrée prioritaire pour les consommateurs. Il y a des indicateurs, nous, quand on observe tous
toutes les campagnes de communication et les prises de parole des marques et des enseignes. On voit notamment Naturala qui communiquait jusqu'à encore peu sur la notion de plaisir sain, la notion de partage, des choses assez consensuelles. Ils sont en train de recommuniquer très fortement avec notamment cette campagne toute récente sur le bio et le local, vraiment pour asseoir leur ancrage local en tant qu'enseigne. Voilà, la tonalité a été donnée dans le titre. En fait, la fin de la marque bio responsable et engagée. En fait, on fait le constat que finalement, c'est des termes très galvaudés aujourd'hui. Ici, vous avez des marques, des captures de marques qui sont dans le conventionnel ou dans le bio, mais responsables et engagés. Allez chez Carrefour, allez chez Leclerc, vous allez en voir plein des linéaires, des responsables et engagés, des bons, des biens, des beaux, etc. C'est partout depuis 3 ans. C'est des nouvelles marques, c'est des gammes, c'est des produits. Et c'est partout. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 70% des Français qui sont incapables de citer spontanément une marque responsable. Et ça, c'est en hausse par rapport aux années précédentes. Et quand on leur demande, c'est quoi, d'après toi, spontané, une marque responsable, le premier, c'est Leclerc. Après Danone, Biocop, et je vous laisse regarder, mais il y a beaucoup de conventionnels dedans. Et du coup, c'est quelque chose aussi qui est important aujourd'hui parce qu'on est souvent dans le bio, on est entre nous et du coup, on se dit, voilà, il faut qu'on trouve des idées, mais en fait, on s'aperçoit qu'en creux, chez les concurrents, il y a tout cette terminologie qui était propre au bio historique est complètement galvaudée aujourd'hui et complètement récupérée. Et on est passé d'un marché binaire où pendant très longtemps, c'était bio versus conventionnel. Aujourd'hui, on a toutes ces zones de gris, des fois qui sont des démarches d'entreprise, voire des autolabels, qui font qu'on a encore et de plus en plus souvent du green, voire du social washing, quand on creuse un petit peu les démarches soi-disant responsables et engagées de certaines marques. Quand on regarde la MDD... marque distributeur, hein, je pense que les gens... Pardon pour les acronymes, ce ne sera pas le dernier, on tâchera de vous les expliquer à chaque fois. Ce qui est intéressant, c'est de voir la façon dont la MDD se repositionne comme étant vraiment une marque d'accessibilité pour le consommateur. J'en prends pour exemple la récente campagne de communication faite par Biocop sur sa marque propre. Et quand on regarde la stratégie d'implantation et de développement de la marque de distributeur Biocop, ils ont quand même pour objectif entre 2020 et 2025, de développer à plus de 15% la part de marché pour la marque Biocop dans ces magasins. Alors on se dit que plus 15% pour la marque Biocop, ça veut dire inversement moins 15% de part de marché disponible pour l'ensemble des autres marques. Les linéaires ne sont pas extensibles, donc forcément, si eux veulent pousser leur marque distributeur, ils vont pousser des marques comme les vôtres, ils vont les pousser des linéaires pour y mettre leur marque distributeur. Un indice également, c'est l'indice prix. Quand on regarde sur tous les produits bio distribués, là où la marque généraliste, on va dire un indice de 100, la marque nationale généraliste, la marque spécialiste a un indice un peu plus élevé à 109, 110. La MDD bio est là aussi extrêmement intéressante à point de vue positionnement prix. Voilà, donc, et puis il y a la GSA. Le bouclier anti-inflation de Leclerc, etc., etc. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent leur MDD, ils les mettent en avant. Et ils disent, regardez, on a un panier à pas cher, et c'est leur MDD. Il faut savoir que la MDD a augmenté ses prix de vente. La MDD a augmenté les prix de vente quand les marques nationales présentes en magasin ont augmenté un petit peu avec l'inflation, mais beaucoup moins que la MDD. Donc du coup, les MDD sont vraiment source de chiffre d'affaires, de marge, mais également d'image pour les enseignes. Évidemment, pour tout ce qui est MDD, c'est toujours plus facile quand on joue à domicile. Vous êtes dans votre magasin, donc vous faites un petit peu la pluie et le beau temps en termes d'assortiment, de référencement et de politique de prix. Donc changement de paradigme voilà, dans les magasins, pour vous en tout cas. Un autre facteur que nous on regarde vraiment de très près, c'est tout ce qui se passe en innovation. Innovation produit, sur quels critères les marques innovent. Il y a une étude du baromètre mondial de l'innovation qui est toujours intéressante, qui dit que quasiment un produit sur deux est basé sur des insights et des attentes consommateurs de plaisir. On veut d'abord du plaisir. Alors évidemment, derrière plaisir, on peut mettre plein de choses, mais on veut des produits évidemment bons, gourmands, et arrive en deuxième niveau à 31% des critères de santé, et on voit très loin derrière, j'ai pas mis les pourcentages, mais vous pouvez rapidement voir que les éthiques, formes et praticité, on est à 15-16%. Donc très clairement, l'axe plaisir aujourd'hui dans l'innovation agroalimentaire, dans l'innovation des produits, est absolument fondamental. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est ce que nous on appelle le green gap.
C'est cette espèce de schizophrénie qui habite à la fois le citoyen et le consommateur qu'on est. C'est-à-dire que nous, consommateurs, on plébiscite en spontané des produits locaux, de saison, engagés, faits par des petits producteurs avec une vraie éthique. Et par contre, ce qu'on met dans nos produits, et ça j'en veux les résultats. Ce qu'on achète. Voilà, ce qu'on achète, vrai. pour nous, pour nos enfants. J'en veux pour preuve les résultats de l'étude Nielsen des meilleurs lancements de produits en grande et moyenne surface. C'est vraiment des produits plaisir qui s'assument en tant que tels. C'est clairement pas des produits qui revendiquent des engagements. Et du coup, ce green gap, c'est comment est-ce qu'on peut réconcilier ça? Donc les attentes citoyennes, des attentes de produits à forte valeur ajoutée en termes d'éthique, de local, etc. Et des purs produits plaisir. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un petit peu cette schizophrénie quand on fait nos courses. Enfin, moi, vous, je sais pas. Mais c'est ces arbitrages au quotidien qu'on doit faire entre des achats responsables et citoyens et des achats où on peut vraiment se faire plus plaisir. Et aujourd'hui, les frontières commencent à bouger, mais c'est vrai que si on peut réconcilier les deux, c'est quand même nettement mieux. Et puis, voilà, la crise actuelle, en fait, quand on dit marque responsable, en fait, je pense que les Français pensent pouvoir d'achat. Ça, c'est vraiment important pour eux. Et pour eux, une marque responsable, c'est pour ça que Leclerc, notamment, sort en premier sur certaines études, c'est que c'est responsable en fait, de rendre accessible des produits. Et donc, du coup, on voit l'ensemble des enseignes. Donc, on aurait pu vous en faire plein, hein, mais les Leclerc, les casinos, ils mettent tous en avant toutes leurs démarches, encore une fois, avec leur MDD ou des marques. Ou Naturalia qui a créé, ça y est, l'abonnement CF un peu comme La Fourche, où tu arrives avec des réductions en magasin, bio c'est bon, tout le monde y va. Bon, après, peut-être certains irréductibles, peut-être y iront moins. Mais en tout cas, tout le monde y va vers cette notion d'accessibilité très fortement. Intéressant de voir la dernière récente campagne de Système U qui se repositionne sur cette double entrée. À gauche, ils revendiquent des valeurs fortes. Alors c'est historique, là aussi, d'un point de vue ancrage local, d'un point de vue soutien aux petits producteurs. Donc des valeurs fortes d'un côté et des prix bas de l'autre. Ils arrivent dans leur communication à conjuguer les deux éléments. Donc, devant tout ça, on fait quoi? Donc nous, on a relevé, là, il y a beaucoup de défis, en fait, qui sont pour les marques bio. Il faut vraiment que les marques se reconnectent à leurs consommateurs, se reconnectent à l'époque pour être à nouveau, selon nous en tout cas, désirables. Donc comment on fait pour mieux appréhender ce nouveau contexte? Donc ça, on vous l'a résumé, c'est des choses qu'on vient de se dire finalement quand on vous a montré un petit peu l'état des lieux. C'est aujourd'hui, le bio n'est plus seul, ce n'est plus le seul élément d'arbitrage. Vient s'y conjuguer tout un tas d'autres critères. On en a mis 3, on aurait pu en mettre plus. Évidemment, le local, on l'a vu, qui est aujourd'hui quelque chose de très fort, de très attendu par les consommateurs. Effet Covid aussi, pendant le Covid, on a eu cette espèce de point de bascule en reconsidérant ce qui était essentiel, cette forme d'essentialité, et on a vu que le fait de pouvoir s'approvisionner localement, de faire vivre son bassin d'emploi, était quelque chose de fondamental. Il y avait une forme d'histoire de résilience et d'évidence dans ce retour au local. La notion d'éthique, on l'a vu, on peut mettre plein de choses dans la notion d'éthique. Ça va de la rétribution des producteurs jusqu'à la politique du prix. Le prix et pouvoir proposer des produits accessibles est une forme d'éthique. Et enfin, le plaisir, là aussi, majeur. On parle à des latins, on parle d'alimentation. Et l'attente de plaisir, elle est fondamentale dans les produits alimentaires. Ce qui est intéressant par rapport à ce graphique, c'est que tout le secteur du bio spécialisé s'est vraiment développé autour du bio et de l'éthique très fortement en fait, ces dernières années, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est bio et ils ont créé beaucoup au niveau de l'éthique quand la grande distribution arrivait sur des notions de plaisir et évidemment d'accessibilité. C'est l'ADN de tous les grands distributeurs conventionnels, c'est l'accessibilité. Et aujourd'hui, l'intégralité des briefs que nous on reçoit en agence de la part des marques, il y a toujours ces composantes-là. Bon, sauf pour les marques bio qui ne sont pas bio, il n'y a pas le bio, mais toutes que vous pensiez à l'entreprise la plus mauvaise pour le monde, elle va nous parler de local, elle va nous parler d'éthique, elle va nous parler de plaisir. Donc ça, c'est en aucun cas
quelque chose à atteindre, c'est maintenant en fait. C'est-à-dire qu'il faut le faire maintenant. Enfin, si vous le faites pas, si vous n'êtes pas à l'aise sur ces notions-là, c'est maintenant parce que ça c'est le minimum vital et même les marques conventionnelles aujourd'hui sont sur ces aspérités-là. Et donc inévitablement la question c'est comment est-ce que moi, entreprise, PME, ETI, qui fabrique des produits, je peux refaire la différence compte tenu de ce nouveau contexte. Donc, on aime bien avoir des petites phrases, des fois, un peu philosophiques dans nos présentations. Mais quelque part, il faut un petit peu prendre du recul et aller voir à côté, essayer de faire le pas de côté, essayer de trouver des nouvelles voies pour retrouver de la croissance, pour retrouver le lien avec les consommateurs. Et à un moment donné, il faut peut-être changer un peu les règles du jeu que vous avez dans votre quotidien. Et c'est vrai que la crise est là pour nous la rappeler. Ça peut aller très très vite, ça peut vite changer. Et du coup, il faut que vous vous empariez, on va dire, de ces sujets-là et que vous évoluiez votre façon de penser et d'appréhender en fait vos marques et votre entreprise. Évidemment, ce qu'on va vous proposer maintenant n'a pas de vertu cardinale. Ça n'est pas parole d'évangile, simplement, c'est une conviction très forte qu'on a, c'est de s'appuyer sur vos stratégies de marque et vos stratégies d'entreprise pour vous reconnecter à vos consommateurs. C'est fondamental. Si ce travail n'est pas fait en amont, c'est très compliqué de travailler sa singularité et sa valeur. Donc, vous êtes tous, je pense, à peu près conscients de ce que c'est une raison d'être, mais on assiste un peu à des notions, on va dire raison d'être washing presque, où tout le monde y va de sa raison d'être. En tout cas, nous, en tant qu'agence de branding, donc à la base, nous, c'est du marketing, c'est de la com, c'est du design, ce qu'on fait. Mais de plus en plus, en fait, on travaille l'amont sur ces notions de stratégie d'entreprise et qui, du coup, qui est cristallisée dans cette notion de raison d'être, qui donne du sens, qui fait de la culture d'entreprise, qui donne de l'impact, notamment avec des engagements. Et une fois que vous avez bien bossé la partie qu'on ne voit pas, parce que là, on parle encore consommateurs, donc ça, les consommateurs, ils ne le voient pas, ça, c'est votre problème. Et du coup, nous, après, on peut travailler la partie que l'on voit, la stratégie de marque, qui va faire l'attractivité auprès de vos consommateurs, qui va vous rendre différent, qui va vous rendre unique. Ça va amener de l'émotion, ça va mettre en action. Donc ça, c'est vraiment important que vous vous posiez bien sur votre stratégie d'entreprise. Et après, on parle stratégie de marque. Mais surtout, vous n'arrêtez pas non plus à votre stratégie d'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment chez les marques historiques du bio, on s'aperçoit très rapidement qu'au niveau marketing, com, etc., bon, oui, on va en faire. Mais voilà, et on va plus s'exciter sur une nouvelle usine, une nouvelle filière, un nouveau... voilà. Mais on va moins investir sur cette notion de marque, là où le conventionnel investit à fond sur la marque. Ce qui est intéressant de par nos métiers, nous on a vécu de l'intérieur, c'est on a travaillé pendant des années, on travaille toujours énormément sur la stratégie de marque, mais on voit qu'en quelques années, c'est devenu vraiment le bras armé des stratégies d'entreprise. Et aujourd'hui, il n'y a plus de stratégie de marque sans stratégie d'entreprise et inversement. Les deux se nourrissent mutuellement. Et comme l'a dit Alexis, la stratégie d'entreprise, c'est avant tout un projet interne, c'est une dynamique interne que vous allez donner à votre entreprise. Et ça s'incarne par la stratégie de marque et la manière dont vos produits vont être les ambassadeurs de vos stratégies d'entreprise. Pour mettre quelques mots sur la raison d'être, c'est vrai qu'on entend tout le temps en ce moment parler de raison d'être. On a l'impression, cette espèce de Graal, qu'il suffit de faire sa raison d'être pour être connu, reconnu et pour avoir créé sa différence. Alors oui et non. C'est effectivement une première étape. La raison d'être, c'est la rencontre entre un projet d'entreprise et un projet sociétal ou des engagements sociétaux. Un projet d'entreprise, il a plein de vertus. Une raison d'être, pardon, elle a plein de vertus. Elle a des vertus au niveau de l'interne. C'est déjà donner du sens à son projet d'entreprise, c'est embarquer ses collaborateurs, c'est donner une dynamique à travers une vision. Et ça valorise aussi sa marque employeur et ça développe votre valeur extra-financière. Et de l'autre côté, côté visible ou en tout cas au niveau de l'ensemble de vos autres parties prenantes, autres que internes, ça permet de fidéliser vos clients et vos parties prenantes autour de votre projet d'entreprise. Et ça permet évidemment, et ça c'est à minima, c'est le contrat de base aussi, ça permet de répondre à des enjeux sociétaux et des enjeux environnementaux qui ne manquent pas aujourd'hui. Pour mettre quelques petits exemples derrière ces grands concepts, on a identifié trois marques qu'on voulait vous partager, avec pour chacune sa raison d'être, ses engagements et
un exemple de ce que ça peut donner en incarnation de marque. Donc, juste pour bien qualifier les choses, parce que souvent on mélange les torchons et les serviettes. Raison d'être, on parle de l'entreprise, plateforme de marque, etc. Là, on parle de marque, en fait. Voilà, donc c'est ça qu'il faut que vous voyez aussi, c'est que c'est cette cohérence. Des fois, il y a des gens, ils vont me dire, bah, c'est quoi ma raison d'être de ma marque? Non, c'est vraiment ce qu'est l'entreprise en elle-même. Pour prendre l'exemple d'Olga, anciennement Tribala, qui a changé de nom il y a quelques mois, la raison d'être de Olga, c'est être source de vie pour les hommes et la planète. Donc effectivement, une fois que ça s'est posé, c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment ça s'active. Un exemple d'engagement qu'ils ont construit sur la base de cette raison d'être, c'est un nouveau modèle économique respectueux du vivant, avec des mises en œuvre à travers des feuilles de route opérationnelles. Sans rentrer dans le détail, ils se sont appropriés cette raison d'être et ils l'ont traduite en plan d'action interne auprès de leurs parties prenantes, auprès des producteurs, auprès des collaborateurs de l'entreprise, pour fédérer autour de cette raison d'être. Et si on redescend encore d'un étage, au niveau de la marque, ça devient, donc cette raison d'être peut s'incarner comme étant la promotion de la diversité et la richesse des végétaux français. Voilà, un exemple de raison d'être qui s'incarne en engagement d'entreprise et en promesse de marque. On pourrait faire la même chose avec donc, RCT Food, qui est un client sur lequel, un client qu'on accompagne en ce moment sur des créations de packaging et la refonte de sa marque. Leur raison d'être, c'est remettre l'alimentation au cœur des enjeux de santé. Là aussi, en raison d'être très très large, avec potentiellement, on peut imaginer énormément d'innovations derrière pour alimenter cette raison d'être. Ils ont un engagement qui est issu de cette raison d'être, sur laquelle ils travaillent en ce moment, qui est de créer la première filière de yacon française. Pour info, le yacon est une plante originaire d'Amérique du Sud, qui est un édulcorant naturel, qui a des vertus de santé absolument géniales, et ils sont en train de travailler pour créer une filière spécifique française pour rendre les produits accessibles. Et qui a un pouvoir sucrant et un taux glycémique 1, donc c'est-à-dire rien du tout. Et donc sur la base de cet engagement de développement de la filière, ils ont créé leur marque, qui est une alternative au sucre raffiné. Et enfin, dernier exemple pour aller un peu plus vite, Biofutur, donc groupe qui a notamment les marques Quintessence et Node pour la partie grande distrib. La raison d'être de Biofutur, c'est une autre vision de l'alimentation sans aucun compromis. La notion de sans aucun compromis, vous allez vite la comprendre, vous allez vite la décoder. Leur engagement, c'est nous, on a une conviction il faut arrêter de faire des compromis, il faut arrêter d'être sur des consensus mous. Ils ont construit une démarche collective pour imposer les mêmes règles de transparence à toutes les marques agroalimentaires. Donc sujet extrêmement important, qui mène évidemment pas tout seul, et ils essaient d'embarquer un maximum de marques avec eux, histoire de faire en sorte que leur vision des produits alimentaires devienne une forme de norme. Comment ça se traduit en marque? Vous connaissez certainement la marque Node. Ils sont en GSA. Qui est en fait, si vous la regardez en effet miroir, c'est bon, c'est le mot bon à l'envers. Et le credo de la marque Node, c'est de remettre les ingrédients, de remettre l'alimentation dans le bon sens. Et de devenir là aussi une forme de nouvelle norme de produits alimentaires. Et les promesses ou ce qu'on appelle les RTB, les raisons de croire à ces produits, c'est effectivement des produits très peu transformés, de l'agriculture locale, au mieux française. C'est je crois, c'est 5 ingrédients maximum sur l'ensemble de leurs produits. Donc ils font un travail vraiment de fond pour être en cohérence par rapport à leurs engagements et la raison d'être dans l'entreprise. Donc une fois que j'ai bien cristallisé ma démarche d'entreprise, ma stratégie d'entreprise et que j'ai quelque chose qui est cohérent, maintenant on vous invite à penser marque. Alors pour ça, on vous propose trois pistes d'inspiration. Évidemment, ça n'a rien d'exhaustif là aussi, mais en tout cas, c'est le fruit des conversations qu'on a avec les marques actuellement, vers quoi elles vont, quelles sont leurs réflexions, et voilà, on vous le partage. Après, vous aurez le droit de ne pas être d'accord avec certaines, d'autres, vous serez alignés, mais voilà. En tout cas, je rebondis, prenez-les vraiment comme des sources d'inspiration. On aurait pu en faire beaucoup plus, on est tenu par le temps. Évidemment, avec plaisir après pour en discuter. 3 pistes qui sont 3 pistes différentes finalement, et on va commencer avec la première, qui est se recentrer sur se centrer ou se recentrer sur son ADN. Ça fait écho à tout ce qu'on vient de se dire en amont. C'était ok, compte tenu du contexte, il faut que j'arrive à être peut-être plus clair dans mes promesses, dans mon discours, peut-être en raconter moins, mais le raconter mieux, avec plus de force. Donc comment est-ce que je fais? Alors du coup, on a des statistiques qui nous rendent, nous, agence de branding, très humbles.
puisque une des statistiques qui est d'une étude qui s'appelle Meaningful Brands, qui sort tous les ans, c'est 75% des marques pourraient disparaître et être facilement remplacées. Le consommateur, il s'en fout en fait des marques. Et quel est l'intérêt de ça? 71% des consommateurs sont fatigués des promesses creuses de marque. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez fort, d'assez puissant. Quand nous, on est une agence qui croyons dans la stratégie de marque, ben, à partir de ça, on se dit waouh, il y a du boulot. Et du coup, il faut qu'on arrive à retrouver en fait la quintessence de ce que faisait, de ce qu'est la marque. En fait, il faut qu'on rentre vraiment dans le point et on arrive sur des notions de singularité très fortes pour être plus compréhensible par les consommateurs. Et ça met effectivement beaucoup d'humilité dans notre métier au quotidien, d'où l'importance de penser sa marque différemment et encore une fois, peut-être de raconter moins, mais de le raconter mieux. Exemple, image, on a parlé de Biocop déjà tout à l'heure par rapport à sa marque de distributeur. Biocop toujours, sur deux campagnes de communication récentes. À gauche, vous avez une campagne qui doit être de 2020 ou 2021, donc pas très très vieille, qui était signée « La bio nous rassemble ». Si on décode un petit peu les messages, c'est très consensuel, c'est très sympathique. Ça se veut effectivement très rassembleur. On a du second degré, on a une tonalité qui est assez avenante. L'idée à l'époque était d'essayer d'aller recruter des consommateurs, même des consommateurs qui auraient pu avoir des visions ou partager une partie des valeurs de Biocop, mais peut-être pas en tout cas l'ADN historique du pionnier Biocop. L'objectif, c'est clairement, il y avait une ouverture, croissance à 2 chiffres du monde du bio. Donc évidemment, c'est aller chercher des gens qui ne sont pas forcément aussi militants engagés historiquement que l'étaient, on va dire, les principaux clients de Biocop, mais d'aller s'ouvrir à des gens qui vont au McDo et puis ils peuvent aller chez Biocop et aller au McDo et c'est très bien. Et d'ailleurs, abusez-vous à faire l'exercice, vous enlevez Biocop, vous mettez Carrefour à la place, ça marche aussi. Virage 2022, je crois. 2022, là. 2022, donc une campagne qui est en ce moment. Un recentrage, on parlait de recentrage sur l'ADN, donc là, gros recentrage de Biocop sur son ADN de pionnier et son ADN de... on a des convictions chevillées au corps, effectivement un ADN de militant, qui est peut-être un peu plus excluant. On n'est plus du tout dans le côté très sympathique et très monsieur tout le monde, très gentil. Là, on se recentre vraiment sur ses convictions historiques. Changement également de signature, du bon sens et rien d'autre. Et le et rien d'autre, il devient très signifiant. Effectivement, sur ce recentrage, c'est d'abord nos valeurs historiques de militants de la bio. Si on prend l'exemple de produits, on vous a parlé de BioFutur. Donc voilà les deux marques du groupe BioFutur. Vous avez Quintessence à gauche, qui sont les produits distribués en réseau spécialisé bio, et Node à droite, qui sont les produits distribués en réseau de grande distribution. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux réseaux différents et on a exactement les mêmes valeurs de marque et les mêmes démarches de produits sans compromis, sans concession. Si je vous ai extrait des petites phrases pour illustrer la marque, la promesse de Quintessence, c'est de nourrir les gens est une responsabilité qui ne supporte aucun compromis. On retrouve cette notion de compromis, cette fois-ci au niveau de la marque. Node, que diriez-vous d'un monde où la normalité soit le bon ? Bon pour votre santé, bon pour nos emplois, bon pour notre pays ou pour notre planète. Et finalement, les deux gammes, donc, qui sont vendues dans des réseaux différents, nourrissent ces mêmes valeurs et ces mêmes piliers sur des clean labels, sur des formulations très exigeantes en termes de zéro additif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une traçabilité maximum, évidemment, des produits bio dans les deux cas, des produits sélectionnés, français, etc. Donc là, on voit vraiment cette volonté de ne pas se déployer sur tous les sujets, mais de capter un ou deux sujets, mais par contre de les développer vraiment jusqu'au bout, de façon très sans compromis, sans équivoque. Donc voilà, donc après avoir fait ce chantier d'aller jusqu'au bout de la démarche, on parle beaucoup de radicalité en ce moment dans l'univers des marques. Du coup, la deuxième source d'inspiration, on l'a appelée rallier les deux mondes. Alors, c'est une partie qui peut faire bondir, je pense, mais en tout cas, c'est toujours une piste de travail. En fait, aujourd'hui, très clairement, les Français sont partagés entre fin du monde et fin de mois. Ça, c'est le brief. Voilà, c'est le brief. Bah ouais, je veux m'engager, mais par contre, je veux pas mettre trop cher pour mon engagement.
Et il y a une étude qui est sortie qui est à combien êtes-vous prêt à payer plus cher pour une marque responsable? On a 41% des Français qui ne veulent pas payer plus cher, 54% qui sont prêts à accepter un surcoût à hauteur de 10% maximum, et seulement 5% qui sont prêts à avoir un surcoût de plus de 10%, 5% des Français. Donc quand on pense entre conventionnel et bio, je pense que le gap est assez fort. Et en tout cas, il y a vraiment ça, quand on est en magasin, quand on pousse son chariot, qu'on soit chez Naturalia ou qu'on soit chez Carrefour, ouais, c'est compliqué. Là, à la fin du mois, ça va être compliqué pour moi. Donc peut-être que je vais prendre la marque distributeur premier prix. Ça fait des arbitrages qui sont pas simples. Il y a une étude, et je trouve cette page assez parlante. Aujourd'hui, pour résumer, on a 3 grandes typologies de marques et 3 grandes postures d'image free. Vous avez à gauche ce qu'on va appeler les best deals. Ces marques à gauche sont des marques qui assument une forme de consommation décomplexée et de rapport prix qui est décomplexé. Vous y retrouverez les marques, Shine, Action. Les marques comme Action, comme Shine, le modèle de ultra fast fashion chinois. On ne va pas trop rentrer dans le détail. Ça, j'en veux le maximum pour mon argent. C'est aujourd'hui des marques qui performent, voire qui surperforment, dans l'exemple de Shine, parce qu'elles répondent à des besoins et répondent à des préoccupations consommateurs. Vous avez à l'extrême droite l'inverse opposé. C'est ce que Alexis disait sur les marques engagées, les fameux 5% de Français qui sont prêts à payer plus de 10%. Là, on est très clairement sur un grand écart de prix. Là, vous avez le top 10 des marques engagées sur un modèle de consommation effectivement qui a un surcoût et qu'il faut assumer. Mais en tout cas, des marques dans lesquelles il y a des valeurs et il y a de véritables engagements. Et c'est là-dessus que le bio notamment s'est développé. C'est sur ce critère-là où les marques, on va dire un peu héroïques du marché, elles sont toutes allées là. Et c'est encore aujourd'hui vrai. En fait, c'est vraiment c'est sur ces sujets-là qui sont vraiment très travaillés sur les marques un peu historiques du marché. Et donc entre les marques à gauche qui se réclament d'une totale accessibilité et les marques à droite qui, elles, sont sur des modèles de vertu, vous avez des propositions de valeur, vous avez des marques au milieu qui sont intéressantes parce qu'elles arrivent astucieusement à combiner les deux. C'est ce qu'on a appelé les marques Conscious for Money, qui sont des marques qui proposent dans leur contrat, en tout cas dans leur positionnement, des équilibres entre à la fois une accessibilité prix, on dirait presque une forme de démocratisation, et en même temps qui vous proposent des valeurs, alors pas les mêmes évidemment, mais qui vous proposent certaines valeurs qui sont plutôt intéressantes, comme Le Bon Coin par exemple, dont le modèle repose totalement sur l'économie du partage, et qui connaît le succès qu'on connaît tous. Vous avez également la marque C'est qui le patron, dont on parle beaucoup en termes d'engagement, qui est une marque pionnière par son modèle coopératif, qui est un modèle qui permet à moindre coût de soutenir une cause, en l'occurrence la meilleure et la juste rémunération des producteurs. Vous avez également Grand Frais qui travaille beaucoup sur ces marques et sur sa notion d'accessibilité. Et on trouvait intéressant également le modèle de Decathlon, qui est à la fois une marque enseigne et une marque produit, qui arrive à concilier intelligemment démocratisation du sport et accessibilité. Decathlon, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le modèle et les innovations qu'il y a derrière, mais ils sont vraiment pionniers dans plein de domaines, sur l'éco-conception des produits, sur même aujourd'hui des modèles qui consistent à louer son matériel de sport plutôt qu'à l'acheter. Donc là aussi, c'est une forme d'accessibilité pensée de manière intelligente, et ils développent comme ça tout un tas de ressorts. Ils sont partenaires de plein d'écoles, ils mettent à disposition beaucoup de matériel. Donc il y a vraiment ce souci de démocratisation et d'accessibilité chez Decathlon qui est intéressant. Encore une fois, posez votre cerveau très rationnel, et derrière ces marques-là, vous dites « Ah ouais, mais tu te rends pas compte, c'est du made in China, c'est pas bien, etc. » En tout cas, quand on parle consommateur, je ne sais pas si vous êtes consommateur de ces marques-là, mais en fait, ce que vous allez vous dire souvent « Ah ouais, j'ai fait une super bonne affaire, je suis allé chez Decathlon, c'était pas cher. Ah, en plus, c'est une marque française, en plus, ils réfléchissent un peu l'éco-conception, etc. » Ou c'est qui le patron, ma brique de lait vaut 1 euro. Super, je me sens dégagé là parce qu'en fait, je voulais pas payer beaucoup plus cher, mais en tout cas, j'ai le cœur un peu plus léger d'avoir acheté ces marques-là.
Donc toujours se mettre dans la tête du consommateur et pas d'une démarche de qualiticien, d'ingénieur qu'on retrouve souvent dans le marché de l'agroalimentaire. Encore une fois, allons vers les marques et allons vers les consommateurs. La dernière piste d'inspiration, c'est ce qu'on a appelé la parole sincère. Alors, la parole sincère, c'est ce besoin de transparence des consommateurs. Ça, vous en êtes tous conscients. Ici, vous savez, la transparence, il faut de la transparence, etc. Donc, vous êtes tous en train de travailler ça. Il y a une étude qui montre qu'un Français sur deux estime ne pas avoir suffisamment d'informations sur le bio. Donc déjà, on se dit, il y a peut-être un truc à jouer pour les marques, venir plus expliquer, aller à la rencontre des consommateurs. Et puis, quand on pose la question, qu'attendez-vous d'une marque responsable, 45% disent transparence, 39% disent vérifiable. Donc là, on est vraiment dans cette notion-là qui est vraiment très forte. Et encore une fois, là, notre point, je pense que la notion de transparence, vous l'avez tous en tête, mais notre point, c'est de le prendre sous le prisme de la marque et pas sous le prisme du qualiticien qui gère un cahier des charges et qui dit, bah oui, mais moi, tac, 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 tout va mieux. Voilà, on est vraiment sous le prisme de la marque. C'est pour nous, ça passe beaucoup par des actions de communication. Quand on parle de transparence, c'est comment est-ce que moi qui travaille au quotidien sur l'amélioration de la qualité de mes produits, qui audite des fournisseurs, etc., comment est-ce que je peux rendre ça transparent? Comment est-ce que je peux rendre ça accessible pour mes consommateurs? Alors, on a sélectionné quelques marques comme ça qui ont chacune une vision ou des exemples de marques pour se rendre transparent. Veja fait par exemple, produit énormément de contenu sur la recherche de l'amélioration des matériaux. Ils vont auditer des producteurs en Amérique du Sud. Ils expliquent dans le détail leurs succès, mais aussi leurs échecs. Et c'est là où c'est intéressant. Ils nous embarquent vraiment dans leur processus d'amélioration et le détail de l'histoire de marque. C'est vraiment, viens avec moi, je vais te montrer les coulisses de Veja, comment ça se passe, et je vais te montrer la complexité sur le fait de réussir à sortir une basket avec un coût accessible et en fait la complexité qu'il y a derrière. Et le fait de raconter tout ça, ça vous permet d'embarquer vos consommateurs, de leur faire comprendre la complexité. Après, ça peut se raconter de plein de manières différentes. C'est aussi ça qui est intéressant. Et en tout cas, ça donne un autre regard sur la marque. Veja ne devient plus qu'une marque de produit, c'est vraiment une marque de process avec, encore une fois, on y apprend plein de choses. C'est aussi ça qui est intéressant. Donc allez sur leur site internet, vous allez voir, c'est stratosphérique, il y en a partout, il y en a plein de points. Et si je veux travailler le caoutchouc, si je veux travailler le tissu, si je veux travailler les colorants, il y a plein de trucs, en fait, ils nous mettent tous leurs doutes, toutes leurs réflexions, ce qu'ils ont choisi, mais ils savent que c'est pas la bonne solution. Mais pour eux, on pense qu'économiquement, c'est mieux. Enfin bon, bref. Et ils mettent ça. Donc, par exemple, si on met en parallèle avec l'agroalimentaire, cette tomate, ok, elle est française, super. Mais moi, ce qui m'intéresse, peut-être, c'est pourquoi tu as choisi cette tomate-là. Alors, peut-être qu'on va voir le chef de produit, peut-être qu'on va voir le fondateur de l'entreprise. Et on se dit, ouais, on a pris cette tomate-là. Bon, on est allé en Italie. Et l'Italie, franchement, les tomates étaient meilleur goût, etc. Il y a un cahier des charges d'enfer. Peut-être qu'on a pris des tomates italiennes pour ça, en fait. Mais le dire, et oui, excusez-nous, c'est pas français, mais le dire, en fait. Voilà, cette manière un peu très dans l'ultra-transparence qui est assez intéressante et qui donne cette aspérité aux marques, en fait. Je reviens sur les ondes de Yancy qu'on citait tout à l'heure. Aujourd'hui, Yancy, qui commercialise des édulcorants à base de yacon. Il communique énormément sur les réseaux sociaux et il nous explique la difficulté de développer cette filière. Il nous explique qu'aujourd'hui, le sirop Diacone que vous achetez en magasin bio coûte très cher parce que c'est des tubercules importés d'Amérique du Sud, ce qui explique le coût. Et ils nous prennent par la main pour nous expliquer qu'ils sont en train de tester avec des agriculteurs partenaires dans différents endroits en France. Et ils nous embarquent comme ça dans l'histoire et la vie de la marque. Un autre exemple, toujours par rapport à cette notion de transparence, vous en avez peut-être entendu parler, ça s'est passé au printemps et cet été, c'est la communication qu'a eu La Vie. Donc La Vie, c'est cette marque alors j'ose pas dire le mot viande parce que c'est tout l'objet
du débat de Si, tu as le droit de le dire, de viande végétale. Ils ont essayé de se battre contre des décrets, ou en tout cas contre le lobby de la viande qui essayait d'interdire les dénominations Lardon, viande, saucisse, bacon. pour les marques qui font des protéines végétales. Ils ont vraiment documenté toutes les étapes et toutes les négociations avec le lobby. Ils ont même scanné et posté sur leurs réseaux sociaux les échanges de courriers avec le lobby de la viande, et c'est assez drôle parce que c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais l'idée de voir, et c'est là où ça devient intéressant, cette posture de transparence, parce que c'est une façon de dire regardez les coulisses, regardez ce qui se passe, et cette transparence on l'assume, mais même c'est notre moteur, et on ne vous cache rien. Et jusqu'à une présence, ils ont été reçus par des sénateurs, je crois. Là, pareil, évidemment, les réseaux sociaux, c'est super central. Mais pareil, je vous invite à aller sur leur site internet où carrément, ils ont fait une page spécifique sur ils appellent ça la saga, je crois, notre grande saga de l'été. Et vraiment, c'est pareil. Tu peux aller fouiller, tu peux aller télécharger le jugement du Conseil d'État, mais le vrai document, etc., etc. Et tu vas avoir des vidéos rigolotes ou des communications décalées en même temps. Mais il y a cette volonté toujours de creuser, de te montrer ce qui se passe dans les coulisses. Et tous les consommateurs, évidemment, n'y vont pas, c'est clair. Mais par contre, une marque qui me dit ça, bah, je me dis, ah ouais, bah eux, ils y vont, quoi. Enfin, et puis ils y vont avec leur cœur. Et voilà, et on sent le truc un petit peu engagé quand même. Un troisième exemple, une marque que vous connaissez aussi certainement, qui est la marque de produits cosmétiques Respire, qui a été créée par Justine Hutto, c'est ça. Ouais. Justine Hutto a beaucoup mis son image en avant, et de plus en plus, elle met non toujours son image, mais également l'image de ses collaborateurs. Les collaborateurs de la marque sont omniprésents sur les réseaux sociaux et sur les prises de parole de la marque. C'est aussi une façon de transformer ses collaborateurs en ambassadeurs, de les faire adhérer au projet de marque et de générer comme ça une adhésion à sa marque et à ses valeurs. Et elle met aussi en avant sa propre communauté, elle se met en photo avec sa propre communauté. Donc pareil, là aussi, si vous connaissez ce cas-là, énormément d'industriels a dit mais les produits ils existent déjà, ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans que c'est sur le marché, elle a volé le truc. Ouais, bah, elle a fait de la marque en fait, elle a fait du marketing, elle n'a pas forcément innové en termes de produits par rapport au marché. Par contre, elle a réussi à engager les consommateurs, toute une communauté avec elle. Et c'est ça la différence, et c'est ça la clé de la réussite. Je crois qu'elle est aujourd'hui à plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 3 ans, elle est partie de zéro. Juste parce qu'elle a communiqué et elle s'est créée cette communauté-là. Elle a ouvert un peu les choses. Évidemment, il y a des choses qui sont critiquables. Mais en tout cas, voilà, il y a ce point-là qui nous paraissait important, en tout cas, à vous partager. Encore une fois, parlons d'humain à humain. Et nous arrêtons pas juste à un logo. Mais dites-nous bien qu'il y a un fondateur derrière, qu'il y a toute une équipe derrière qui bosse et qui a envie d'y aller. Et enfin, pour finir, dernier exemple d'actualité, en l'occurrence, puisque Yvon Chouinard a fait grand bruit la semaine dernière en annonçant que la marque Patagonia, 98% des fonds de Patagonia étaient donnés à une ONG dont les fonds de Patagonia allaient servir à des causes environnementales. C'est évidemment pour nous exemplaire. Alors, tout le monde ne s'appelle pas Patagonia, tout le monde n'a pas l'histoire singulière et les valeurs d'Yvon Chouinard. Néanmoins, ça reste. Alors, c'est un peu en marketing, c'est un élément qui revient tout le temps, Patagonia, parce qu'elle est extrêmement inspirante. Et on voit jusqu'au bout, le fondateur de Patagonia a été inspirant parce qu'il a été totalement aligné sur ses valeurs. Il a été totalement en cohérence avec ce qu'il prône depuis des années par rapport à l'environnement. Et sa marque est vraiment devenue un levier extrêmement puissant de soutien à tout un tas de causes environnementales. Et c'est particulièrement inspirant. Là aussi, je vous invite si vous ne connaissez pas en détail le modèle de Patagonia, il est exemplaire. Ils ont été pionniers à tout point de vue. Par rapport au soutien à des causes, par rapport à, je pense à la labellisation Bicorp, je pense à tout un tas de choses. 1% pour la planète aussi. Et au modèle, plus globalement, par rapport au modèle de consommation que Patagonia défend, là aussi, ça rend très humble et c'est très inspirant par rapport à ce qu'a fait et ce que continue de faire Patagonia. Il aurait pu... là, encore une fois, on parle d'une stratégie d'entreprise. Hein. Donc, il aurait pu rester dans des pages des Échos ou des choses comme ça. Mais en fait, si vous le connaissez, je pense que la plupart d'entre vous ici ont vu ce cas-là depuis 2-3 jours. Ça tourne sur les réseaux sociaux. C'est bien de la com, c'est bien de la marque.
ils ont bien bossé, ils ont fait des RP avant, ils ont pris des rendez-vous avec des journalistes, ils ont fait le site internet, ils rentrent par ça aujourd'hui, le site internet de Patagonia, ils rentrent par ça aujourd'hui. Donc en fait, on ne s'arrête pas, encore une fois, sur la partie qu'on ne voit pas de l'iceberg, mais il faut bien réfléchir aussi à la partie qu'on voit et il faut bien la bosser aussi. Il ne suffit pas d'avoir des engagements, il faut savoir bien les communiquer et les personnaliser dans une marque. Et c'est aussi exemplaire par rapport au petit schéma qu'on avait entre la raison d'être, les engagements et la traduction opérationnelle au niveau des produits. Il y a un alignement qui est juste génial sur tout ce qu'ils font. C'est particulièrement juste et on se dit c'est possible. Donc en résumé de ces trois axes de réflexion sur vos marques, très clairement, exemple Biocoop, Node, etc., radicalement aligné sur ces valeurs. Voilà. On y va à fond, on tire le trait à fond, on est limite caricatural, mais en même temps, les consommateurs, rappelez-vous cette étude, ils en ont rien à foutre des marques. À un moment, il faut sortir du lot, donc du coup, il faut tirer et on arrête un peu le consensus mou et on y va, quoi. Le deuxième, c'est accélératrice de transformation de la société. C'est ces notions d'accessibilité qu'on vous a amené, on va dire, sur cette troisième voie, entre guillemets. Mais voilà, les marques aujourd'hui, elles se doivent d'être accélératrices de cette transformation. Voilà, il y a des soucis dans la société, on parle social, on parle environnemental. Nous, on va s'en emparer et on va y aller. Et puis, on va le faire avec vous et on va le communiquer. Et puis le dernier, je pense que c'est vraiment issu de ce moment Covid qu'on a tous eu, où on a perdu du lien les uns avec les autres. Et vraiment, les marques, on s'aperçoit qu'elles se sont plus incarnées. Les derniers cas qu'on a vus, que ce soit Veja, Patagonia ou Respire, c'est un humain qui me parle en fait. C'est pas juste un logo, c'est pas juste des packaging, c'est pas une communication, on va dire un peu impersonnelle. C'est vraiment la personne là, qui est en train de bosser et qui est avec ses limites, qui est avec ses doutes. Et du coup, je suis vraiment embarqué. Et il y a une notion de génération d'empathie, de lien très fort avec la marque qui est en train de se créer. Parce que ces bonhommes là qui sont en train de bosser, moi je suis dans le même cas. Moi je suis consommateur en fait. Je doute, je sais pas trop où aller. J'ai beau me renseigner, c'est vrai que c'est compliqué pour moi. Et je vois qu'en plus les marques aujourd'hui, c'est plus je suis le meilleur top down. C'est vraiment j'essaye de faire les choses bien, j'essaye de faire les choses au mieux. Voilà là où je suis pas bon, voilà où je suis bon, et je donne tout mon cœur. Et vraiment ça c'est vraiment quelque chose d'assez caractéristique de ces dernières années en tout cas. Et pour finir, pour vous mettre dans un état d'esprit qui est comment est-ce que je peux penser ma marque différemment ? Eh bien, penser innovation, penser disruption, penser même peut-être à un moment désobéissance, parce que c'est en étant un petit peu quelque part désobéissant et en se disant qu'est-ce que je perds à essayer ? Au pire, ça ne marche pas, on rebondit, on fait autre chose. Mais inspirez-vous des exemples, inspirez-vous des marques qui fonctionnent et n'hésitez pas à être désobéissant. Et ça nous permet de conclure, parce que la présentation, demain on est à 10h, on est sur l'innovation, donc c'est un peu l'étape après, c'est-à-dire que comment on arrive à activer ça, comment on arrive à avoir des processus d'innovation qui nous permettent de répondre à tous ces challenges-là. Et voilà, donc pour ceux qui seront présents ou qui seront là, en tout cas, demain on sera présent à 10h, je crois que c'est sur un truc innovation, voilà, l'Agora Innovation, ou je ne sais plus, le team Innovation, bref. Voilà, donc vous pouvez télécharger la présentation. Si vous avez des questions, il nous reste encore à peu près 5-10 minutes, je pense. Donc, voilà. Tu peux passer le micro. Merci beaucoup pour cette belle analyse et présentation. Si on devait vous demander à vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez du label bio, ou des labels bio, qu'est-ce que vous auriez à nous dire ? C'est le fondement de tout ça. J'aime cette question. En fait, le label bio, encore une fois, c'est un cahier des charges. C'est un cahier des charges technique. Donc en fait, moi je suis consommateur, je ne suis pas ingénieur agroalimentaire. Donc tu vas me demander le label bio, oui c'est mieux que HVE, c'est mieux que... Oui ok d'accord. Et puis il y a des labels qui sont encore mieux, il y a le label bio, bio en France, bio et équitable en France. Enfin voilà, mais ça reste des labels. Et en fait, le label, c'est pas l'alpha et l'oméga de votre stratégie de marque. Je pense que depuis maintenant 20 ans, je caricature exprès pour mes propos, il suffisait de mettre un logo AB pour que la marque elle se vende, pour que les produits se vendent et connaître une croissance à 2 chiffres. Et j'ai le sentiment des fois, qu'en discutant avec les acteurs du bio, ils disent on va rebosser tout ça,
et on va revenir vers ces schémas-là de croissance à 2 chiffres, et ça va être facile, il suffit juste de mettre un label, et il va tout nous ouvrir, et ça va être nickel. Ben non, en fait, il faut travailler votre marque, parce que c'est ça qui va venir en contact avec vos consommateurs. Et je fais un parallèle aussi, on accompagne des marques, par exemple, dans l'industrie B2B, des industriels qui vont faire... je sais pas, des cheminées pour les usines, et ben en fait ils se rendent compte que quand ils vont dans des salons comme ici, et ben les anglo-saxons, les italiens, les allemands, ils ont réfléchi leur marque, leur communication, et ils tabassent, et les Français ils sont là, mais en fait mon produit il est meilleur quoi, enfin, j'ai vachement bossé, tout est mieux, il n'y a personne sur mon stand, il y a plein de stands chez le voisin anglais qui a parié à fond sur sa marque, sur sa stratégie marketing et de com. Et en fait aujourd'hui c'est ça, il faut muscler. L'objectif, c'est pas de vous dire que votre entreprise, faut pas muscler votre stratégie d'entreprise, mais aujourd'hui, il faut vraiment muscler votre stratégie de marque parce que on le voit, c'est ça qui manque un petit peu. Si je peux compléter, moi je pense qu'il n'y a pas pire qu'une guerre des labels. C'est une dégradation de la valeur, c'est un discours purement technicien. Là où aujourd'hui, on a besoin de se faire un pas de côté et, comme le disait Alexis, de penser sa valeur, qui soit pas une valeur simplement de cahier des charges, mais bien une valeur d'adhésion, une valeur de modèle auquel on a envie que nos consommateurs adhèrent. Oui, bonjour. Alors moi, je suis responsable communication d'une entreprise historique de la bio. Et ce qui m'a troublé dans votre présentation, c'est le cas de Respire, où vous appuyez sur le fait qu'au-delà des engagements et de l'innovation, c'est sur le ton, la proximité avec les consos que l'entreprise construit sa notoriété. Et ça, je trouve, c'est une limite quand même. Notre entreprise, il y a depuis 2 ans, on a fait un peu notre coming out en communication, c'est-à-dire qu'on était extrêmement exigeant, mais on ne communiquait pas auprès de l'extérieur. Et depuis, voilà, on a investi les réseaux sociaux, on a un blog, on a un flux éditorial. Et la limite que je perçois quand même, c'est la capacité pour un consommateur d'aller vraiment se prendre le temps de s'intéresser à une marque, d'aller fouiller des sujets que même si on les rend intelligibles et on essaie de les concentrer, c'est des sujets très complexes sur les emballages par exemple. Et voilà, et malgré tous nos efforts, j'ai quand même cette crainte du jeu inégal entre la séduction par des artifices, entre guillemets, et la sincérité qui nécessite quand même que le conso prenne le temps d'approfondir des notions. En plus, avec une culture générale des consommateurs qui est abyssale. Et donc voilà, on aura beau faire tous nos efforts, tant que l'éducation générale n'aura pas vraiment progressé en termes de culture sur l'alimentation, d'éducation au goût, on n'y arrivera quand même pas tout à fait. Alexis, c'est une question pour toi. Pour la petite blague, il y a eu débat sur le cas Respire. Je n'étais pas super chaud pour le mettre, parce qu'effectivement, je trouve que c'est une marque qui a peut-être à un moment mis un peu plus de moyens dans sa pure communication plutôt que dans ses produits. Il y a eu débat, on l'a laissé, mais du coup, votre question est intéressante parce qu'elle pointe la limite de la communication, communiquer pour communiquer. Et c'est aussi des grosses conversations qu'on a, nous, en agence, entre les moyens dédiés à la communication et les moyens dédiés à l'innovation. Évidemment, il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Communiquer pour communiquer, c'est pas une fin en soi. Et en même temps, quand on innove, quand on a confiance dans ses produits, qu'on croit fondamentalement dans ce modèle, on a envie de le communiquer. Donc, c'est clairement pas des questions simples. Mais je vais laisser Alexis répondre précisément sur le cas de Respire. Non, c'est vrai. La raison, c'est ce que vous disiez. Je ne veux pas parler forcément de Respire, mais c'est la sincérité. C'est-à-dire que toutes ces marques historiques que vous portez, vous êtes des gens très sincères dans la démarche. Vous avez fait ce choix de sens en fait dans vos métiers. Vous avez creusé les choses. Vous avez défriché. Vous avez défriché pour les consommateurs, en fait. Vous êtes des explorateurs. Tout ça, c'est super précieux, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut communiquer là-dessus. C'est-à-dire que, j'ai peut-être, à la manière de Veja, par exemple, je vais plutôt parler de Veja, où regardez le site internet, ou regardez la vidéo de Veja, elle dure 15 minutes, où les mecs, ils expliquent comment ils ont créé Veja, etc. Mais c'est formidable. Et ils ont leurs doutes. Et par exemple, ils ont des soucis. Je ne sais plus, ça doit être la coloration sur les baskets.
Ils disaient, ben, nous, on employait un produit super écolo, etc. Ouais, mais en fait, le produit, la teinture, elle tenait pas sur les chaussures. Et du coup, ils disent, on est retourné vers un truc plus chimique. Désolé, mais on est retourné sur un truc plus chimique parce que, en fait, voilà, ça tenait pas et vous n'étiez pas content et on a bien senti ça. Donc, on cherche encore des solutions. Ou, par exemple, quand j'ai démarré avec Biocop, parce que j'ai travaillé un petit peu avec Biocop, notamment sur les MDD, et moi, les premières choses, c'était par exemple, il y avait une confiture de framboises. Et les framboises, elles venaient de Roumanie. Les framboises bio, elles venaient de Roumanie. Mais en fait, sur le packaging, c'était écrit, en fait, on n'a pas trouvé encore, il n'y a pas encore de filière framboise en France. Mais par contre, vous en voulez, quoi, de la confiture à la framboise. Et du coup, croyez-nous, on a essayé de faire la meilleure framboise, la meilleure filière, etc. Et on essaie de travailler pour que ce soit plus local, que ce soit plus responsable. On essaye d'y aller. Et demain, on va essayer de trouver la framboise bio française, super filière, etc. Je pense que voilà, on peut ouvrir un peu ce côté boîte noire d'entreprise dans la communication et dans la posture de marque.